Que se passe-t-il lorsqu'une étoile n'a plus de combustible? Tout d'abord, paradoxalement, elle grandit jusqu'à atteindre 1 million de fois sa taille initiale. En effet, lorsque le cœur d'une étoile n'a plus d'hydrogène, il commence à se contracter sous l'effet de sa propre gravité. Mais la fusion de l'hydrogène se poursuit dans les couches supérieures. En se contractant, le cœur se réchauffe. Les couches supérieures de l'étoile chauffent également et se dilatent. La taille de l'étoile augmente. À mesure que l'étoile grandit, elle engloutit toute la matière environnante, même ses propres planètes. Les astronomes ont pu observer des étoiles juste avant ou juste après qu'elles aient avalé des planètes. Mais jusqu'à récemment, ils n'avaient jamais vu le processus lui-même. Des chercheurs de plusieurs universités ont annoncé que, pour la première fois dans l'histoire, ils avaient observé une étoile en train d'avaler une planète. Et cet événement tragique ne s'est pas produit dans une galaxie lointaine, mais dans notre propre Voie lactée, à quelques 12 000 années-lumière de nous. Des astronomes avaient repéré l'explosion d'une étoile dont la masse était de 0,8 à 1,5 fois celle de notre Soleil, près de la constellation de l'Aigle. En l'espace de 10 jours, l'étoile était devenue 100 fois plus brillante qu'avant, puis elle s'était éteinte rapidement. Plus intéressant encore, cet éclair avait été suivi d'un signal plus long et plus froid que le premier. Cette combinaison ne pouvait signifier qu'une chose: l'étoile avait englouti une planète proche. De quelle planète s'agissait-il? Les astronomes estiment qu'il pourrait s'agir d'un monde en ébullition, dont la masse serait de 1 à 10 fois celle de Jupiter. On appelle de telles planètes des Jupiters chauds. Il s'agit d'exoplanètes géantes, semblables aux Jupiters de notre système solaire, mais dont l'orbite autour de leur étoile dure moins de 10 jours. La planète dont il est question ici s'était progressivement rapprochée de l'étoile moribonde jusqu'à être attirée dans son atmosphère et, finalement, vers son cœur. Cette grande fête galactique date d'il y a 10 ou 15 000 ans, alors que l'étoile était âgée d'environ 10 milliards d'années. En raison de cet âge respectable, l'engloutissement lui-même a eu lieu à la vitesse de l'éclair. D'un seul coup, alors que généralement, les Jupiters chauds se font lentement grignoter par leur étoile. Les astronomes ignorent s'il y a d'autres planètes autour de cette étoile, peut-être à une distance moins dangereuse. Mais même s'il y en a, des milliers d'années s'écouleront avant qu'elles ne servent de plat principal ou de dessert. Quoi qu'il en soit, maintenant que les astronomes savent ce qu'ils doivent rechercher, ils vont se tenir à l'affût d'autres engloutissements cosmiques. Car un jour, notre planète, ainsi qu'une partie de notre système solaire, subira le même sort. Tout ce qui nous entoure disparaîtra en un clin d'œil. Mais tu peux respirer et te détendre. Cela n'arrivera pas avant 5 milliards d'années. C'est à ce moment-là que le Soleil est censé chauffer et se dilater au point d'avaler les planètes intérieures du système solaire. Mercure, Vénus, la Terre et Mars. Si les hommes parviennent à coloniser un autre monde d'ici là, il devra se trouver à au moins 10 000 années-lumière de la Terre, ils seront en mesure d'observer cette catastrophe. Le Soleil deviendra soudainement beaucoup plus brillant et éjectera de la matière dans l'espace. Il avalera plusieurs planètes, dont la Terre, avant de reprendre son état normal. Mais les étoiles ne sont pas les seuls objets de l'univers à avaler d'autres corps célestes. Il existe un autre type de monstre cosmique qui se nourrit de tout, même de la lumière. Tu as deviné? Eh oui, il s'agit des impitoyables trous noirs. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'ils ne se contentent pas de dévorer tout ce qu'ils trouvent. Ils en recrachent aussi une bonne partie. Il n'y a pas si longtemps, des scientifiques ont découvert que le trou noir supermassif, situé au centre de notre galaxie, la Voie lactée, semble fuir. Pourquoi est-ce que ça change la donne? Parce que cela pourrait signifier que ce trou noir, appelé Sagittarius à étoile, et dont la masse est de 4,1 millions de fois la masse de notre Soleil, n'est pas un géant endormi ainsi qu'on le pensait. Il est peut-être encore actif, et cette fuite pourrait être un hoquet du trou noir lorsque celui-ci avale des nuages de gaz. Pendant leurs recherches, les astronomes se sont servis du télescope spatial Hubble. Il leur a permis de repérer un jet semblable à une flamme de chalumeau. Il s'enfonçait dans les nuages d'hydrogène au centre de notre galaxie. Ce jet semblait cracher du gaz comme un tuyau d'arrosage qu'on pointerait sur un tas de sable. Ce phénomène se produit souvent autour des trous noirs actifs qui s'entourent de divers matériaux grâce à leur immense force gravitationnelle. Une partie de cette matière pénètre dans le trou noir. Mais une petite partie se voit emporter vers l'extérieur par de puissants champs magnétiques. Les recherches suggèrent que lorsqu'un nuage de gaz géant s'approche trop près d'un trou noir supermassif, il se fait avaler.
et le trou noir éructe ensuite des mini-jets de matière. Les bulles de Fermi pourraient être le résultat d'éructations ayant eu lieu il y a environ 2 à 4 millions d'années. Mais récemment, les scientifiques ont découvert une autre bulle de gaz chaud géante. Elle suivait la trajectoire du jet sur 35 années-lumière ou plus en partant du trou noir. Les astronomes pensent que ce jet a pu pénétrer dans cette bulle de gaz et la dilater. Mais voici quelque chose d'encore plus effrayant. Il semblerait que certains trous noirs se dévorent les uns les autres. Enfin, en quelque sorte. Pour l'instant, ils essaient de partager leur repas. Mais qui sait ce qui se passera dans un avenir proche? Je vais tout te raconter en détail. Des astronomes ont repéré 2 trous noirs supermassifs en train de se régaler de la matière de 2 galaxies en fusion dans l'espace lointain. 16 géants ont été localisés à l'aide du grand réseau d'antennes millimétriques submillimétriques de l'Atacama, ALMA en abrégé. Ce télescope se trouve dans le désert d'Atacama, au nord du Chili. Au départ, les scientifiques les utilisaient pour observer 2 galaxies en train de fusionner, situées à environ 500 millions d'années-lumière de la Terre. Les astronomes ont également remarqué que 2 trous noirs gigantesques se développèrent l'un à côté de l'autre, non loin du centre de la galaxie coalescente. Apparemment, ces trous noirs se seraient recroisés lors de la collision de leurs galaxies hôtes. L'un des trous noirs a une masse d'environ 200 millions de fois celle de notre Soleil. L'autre est un peu plus petit, environ 125 millions de fois la masse de notre étoile. Même s'ils ne sont pas directement visibles, ces trous noirs sont entourés de lumineux amas de gaz chauds et d'étoiles. Toute cette matière a été attirée par leur double attraction gravitationnelle. Avec le temps, ces trous noirs commenceront à tourner l'un autour de l'autre. Ils finiront par entrer en collision et par créer un seul trou noir, probablement encore plus gros. Les scientifiques ont observé ces trous noirs sur différentes longueurs d'onde et sont parvenus à la conclusion qu'ils sont tout à fait uniques. Ils sont situés plus près l'un de l'autre que ceux que les astronomes avaient prévus. La distance qui les sépare n'est que de 750 années-lumière, ce qui, d'un point de vue astronomique, est tout simplement la porte à côté. Et cette distance est proche de la limite de ceux que les technologies modernes peuvent détecter. Notons au passage que ces fusions gigantesques sont plus typiques des galaxies lointaines. Il est donc plus difficile pour les télescopes terrestres de les observer. Mais la sensibilité de l'ALMA a permis aux astronomes de surveiller ces régions lumineuses et compactes où la matière tourbillonne autour des trous noirs. Imagine un peu la surprise des chercheurs lorsque, au lieu d'un seul trou noir, ils en ont vu 2 et qu'ils se nourrissaient de toute la poussière et du gaz soulevés par l'énorme fusion. L'aspect le plus important de cette découverte est qu'elle pourrait signifier que de tels duos sont beaucoup plus courants que nous ne le pensions auparavant. Et s'ils sont fréquents, il nous sera plus facile d'étudier les ondes gravitationnelles générées par ce genre de collision. Ces ondes sont également connues sous le nom d'ondulation de l'espace-temps. Mais sache qu'il faudra encore peut-être plusieurs centaines de millions d'années avant que ces 2 trous noirs récemment découverts ne s'écrasent l'un contre l'autre. En observant leur comportement, toutefois, les scientifiques peuvent déterminer combien de trous noirs binaires sur le point d'entrée en collision existent dans l'univers. Quoi? Regarde. Tu vois ça? Une partie du Soleil s'est détachée, et elle tourbillonne maintenant au-dessus de la surface de l'étoile, ayant formé un gigantesque vortex. Que se passe-t-il là-bas? Eh bien, admettons-le, nous connaissons encore très peu de choses sur le Soleil, aussi crucial que cette étoile soit pour notre bien-être. Néanmoins, dans le cas du Soleil brisé, les scientifiques peuvent probablement expliquer ce qui s'est passé. Une partie du plasma de l'étoile a probablement érupté de la surface du Soleil et s'en est détachée, créant quelque chose ressemblant à un vortex en forme de couronne au-dessus du pôle nord solaire. Et pourtant, ce n'est qu'une théorie. Les astronomes doivent réaliser des analyses plus poussées pour comprendre si c'est réellement ce qui s'est passé. À l'heure actuelle, ils sont un peu perplexes, car ce phénomène n'a rien de comparable à ce qu'ils ont observé auparavant. Cependant, les images que nous avons sont indéniablement impressionnantes. Ce qui est plus alarmant cependant, c'est que le comportement de notre étoile est en train de changer. Le Soleil intensifie actuellement son activité. Il devient plus turbulent avec des éruptions solaires et des taches solaires. Cette année, il a émis des éruptions tous les jours jusqu'à présent. Il a également produit quelques éruptions de classe X et M en janvier 2023. Ces éruptions sont les plus grandes et les deuxièmes plus grandes que notre étoile puisse produire. Bien que cela puisse paraître un peu alarmant, ne vous inquiétez pas. Le Soleil a certains cycles d'activité qui se répètent environ tous les 11 ans.
Certains sont relativement calmes, tandis que d'autres sont absolument sauvages. Ces cycles se produisent en même temps que les fluctuations du champ magnétique du Soleil. Lorsqu'il est le plus faible au pôle de l'étoile, il change de place. Cela entraîne une inversion de la polarité du champ magnétique. C'est précisément la période où le Soleil est le plus actif. Elle est connue sous le nom de maximum solaire. En ce moment, nous sommes proches de ce maximum solaire. Les scientifiques peuvent le déterminer en analysant l'activité solaire inhabituelle. Mais comme le Soleil reste en grande partie un mystère pour nous, personne ne peut déterminer quand le renversement de polarité est susceptible de se produire. Une estimation approximative est juillet 2025. En même temps, nous ne pouvons pas dire que la situation solaire actuelle est normale. Il est vrai que chaque cycle solaire est différent des autres. Certains sont plus faibles, d'autres plus puissants. Donc, celui-ci, qui a commencé en décembre 2019, a déjà largement dépassé toutes les attentes des scientifiques et continue de le faire. Ce qui nous ramène au vortex observé le 2 février 2023, qui a tellement impressionné les astronomes. Cela a commencé comme une protubérance solaire. Il s'agit d'un filament de plasma brillant s'étendant au-delà de la surface du Soleil. Et laissez-moi vous dire, les prominences solaires sont un phénomène absolument régulier. Et, comme la plus récente, elles surviennent souvent à de hautes altitudes autour de la couronne du Soleil, qui est la couche la plus externe de l'atmosphère de l'étoile, également connue sous le nom de couronne solaire. Quoi qu'il en soit, les prominences comme celle en question sont appelées prominences haies, parce qu'elles ressemblent à une haie. Mais ce qui a surpris les astronomes est survenu un peu plus tard. Le matériau du filament s'est apparemment détaché et a commencé à tourner autour du pôle près duquel il s'était formé, à 60 degrés de latitude, et à une vitesse d'environ 100 km par seconde. Et cela a duré environ 8 heures. Un scientifique qui observe les cycles du Soleil depuis des décennies affirme qu'il n'a jamais vu de tourbillon de ce genre. Malheureusement, les pôles solaires sont très difficiles à observer. Il pourrait donc s'écouler un certain temps avant que nous obtenions nos réponses. Pour la première fois, un vaisseau spatial a touché la surface du Soleil en 2021. C'était la sonde solaire Parker de la NASA qui a traversé l'atmosphère supérieure de notre étoile. Elle a également prélevé des échantillons de particules et examiné les champs magnétiques là-bas. C'était une véritable étape importante et un bond géant pour la science solaire. Mettre la main sur la matière même dont est fait le Soleil permettra aux chercheurs de découvrir des informations cruciales sur notre étoile et son influence sur nous et l'ensemble du système solaire. La sonde Parker Solar s'est rapprochée de la surface du Soleil et a commencé à faire des découvertes que d'autres engins spatiaux étaient trop éloignés pour observer. Par exemple, la sonde a examiné le vent solaire de l'intérieur. C'est un flux de particules provenant du Soleil. Ces particules peuvent nous influencer ici, sur Terre. Bien avant de s'approcher très près de l'étoile, la sonde Parker a découvert qu'à proximité du Soleil, il y avait de nombreuses structures magnétiques en zigzag dans le vent solaire appelées switchbacks. Mais à ce moment-là, les scientifiques n'arrivaient pas à comprendre comment elles se formaient et où elles apparaissaient. Mais maintenant, plus de 2 ans plus tard, nous savons avec certitude que les switchbacks prennent leur origine à la surface solaire. Comme vous le savez, le Soleil n'a pas de surface solide, contrairement à notre planète. Mais il possède une atmosphère surchauffée, qui est composée de matériaux solaires liés par des forces magnétiques et la gravité. Lorsque la pression et la chaleur montante poussent ce matériau loin de l'étoile, il finit par atteindre un point où le champ magnétique du Soleil et sa gravité ne peuvent plus le contenir. Ce point a son propre nom, la surface critique d'Alfvén. Il marque la limite de l'atmosphère solaire, et c'est aussi là que commence le vent solaire. Le matériau qui parvient à passer la frontière se transforme en vent solaire. Il entraîne le champ magnétique du Soleil vers la Terre et au-delà. Mais le plus important est qu'au-delà de la frontière, ce vent commence à se déplacer si rapidement que ces ondes ne peuvent pas revenir vers le Soleil. Ce qui signifie littéralement couper tous les liens avec l'étoile. Lors de son survol, la sonde Parker est entrée et sortie plusieurs fois de la couronne solaire, ce qui a prouvé que la surface critique d'Alfvén n'était pas en forme de sphère lisse. Elle présente des vallées et des pointes, et sa surface est quelque peu ridée. À un moment donné,
La sonde est même tombée sur un pseudo-réseau. Ce sont des structures massives dans la couronne solaire qui s'élèvent bien au-dessus de la surface de l'étoile. Vous pouvez les voir depuis la Terre lors des éclipses solaires. Et vous savez quoi? Pour la sonde Parker, traverser ce pseudo-tourelle était comme voler dans l'œil d'une tempête. À l'intérieur, tout était beaucoup plus calme. Les particules se déplaçaient plus lentement, et il y avait moins de détours. C'était un énorme changement par rapport à la barrage de particules que la sonde rencontrait à l'intérieur du vent solaire. Maintenant, en parlant des éruptions solaires, elles sont assez dangereuses pour la Terre. Les radiations qu'elles émettent peuvent interférer avec nos communications radio. Ces tempêtes affectent tous les systèmes électroniques, de l'Internet au réseau électrique, et peuvent de même détruire les satellites. La plupart des éruptions solaires durent quelques minutes, mais certaines se prolongent pendant des heures. Les scientifiques classifient les éruptions solaires en fonction de leur intensité en rayons X. Vous n'êtes probablement pas en mesure de remarquer les éruptions les plus petites si vous ne disposez pas d'équipement spécial. Les éruptions solaires de taille moyenne entraînent des coupures radio à courte durée au pôle, mais rien de trop grave. Ce sont les éruptions de classe X que l'on devrait craindre. Elles provoquent les tempêtes solaires les plus fortes et les plus durables. Une tempête solaire d'une intensité exceptionnelle se dirigeant vers la Terre ne surviendra pas d'un seul coup. D'abord, il y aura une lumière solaire à haute énergie, principalement des rayons ultraviolets et des rayons X. Ils ioniseront la haute atmosphère de notre planète et perturberont les communications radio. Ensuite, une tempête de radiation frappera la Terre, et finalement, un nuage colossal de particules solaires chargées atteindra notre atmosphère. Les particules interagiront avec le champ magnétique de la planète et provoqueront des ravages à travers le monde. Si une tempête solaire intense se produisait de nos jours, elle commencerait par perturber le GPS et mettre hors service des satellites. Si des astronautes effectuaient une sortie extravéhiculaire à ce moment-là, ils n'auraient que quelques minutes après le premier flash de lumière pour trouver un abri. Leur engin spatial serait probablement correctement blindé et suffisamment sûr. Le principal défi serait de rentrer à l'intérieur à temps. Ensuite, la tempête interférerait avec les communications par satellite. C'est pourquoi bon nombre de vos activités quotidiennes, de l'appel de vos amis au paiement par carte de crédit, seraient compromises. Mais l'une des pires conséquences serait liée aux réseaux électriques. Les surtensions causées par les particules provenant du Soleil endommageraient les transformateurs géants. Une puissante tempête solaire pourrait coûter aux gens de 1000 milliards à 2000 milliards de dollars. Heureusement, si une tempête solaire aussi puissante se dirigeait vers nous, nous recevrions très probablement une sorte d'avertissement. Des équipements modernes partout dans le monde et dans l'espace ne cessent d'observer le Soleil, pas même une seconde. Cela nous donnerait un peu de temps pour nous préparer, entre plusieurs heures et quelques jours. Et si les transformateurs étaient mis hors ligne à temps, les conséquences ne seraient pas si dramatiques. La NASA a lancé une sonde spatiale directement vers le Soleil. Il s'agit de l'objet conçu par l'homme le plus rapide jamais fabriqué, capable de franchir la distance entre Philadelphie et Washington, D.C., en une seule seconde. La sonde solaire Parker a pour mission d'analyser les phénomènes extrêmes de notre étoile. Les scientifiques avertissent que de gigantesques tempêtes solaires sont inéluctables et pourraient avoir des conséquences désastreuses pour notre planète. La sonde s'est rapprochée du Soleil 7 fois plus que toute autre mission antérieure. Elle a accompli cette prouesse lors de son 22e passage à proximité de l'étoile, depuis son lancement en 2018. En raison de sa masse colossale, le Soleil exerce une gravité phénoménale, comparable à l'attraction d'un immense aimant. Au fil de ses orbites autour du Soleil, la sonde exploite la gravité pour accroître progressivement sa vitesse et atteindre des sommets vertigineux. Lorsqu'elle s'est aventurée au plus près de la couronne solaire, la couche externe de l'atmosphère du Soleil, elle a dû résister à des températures avoisinant les 1400 degrés Celsius, de quoi liquéfier de nombreux métaux. Elle était protégée de cette chaleur extrême et des radiations solaires par un bouclier en carbone de 11 cm d'épaisseur, garantissant ainsi le bon fonctionnement de ses instruments, maintenus à une température proche de celle d'une pièce ordinaire. Les chercheurs ont consenti à ces efforts considérables dans l'espoir d'élucider une énigme scientifique qui les intrigue depuis longtemps. La surface du Soleil est déjà brûlante, mais en s'éloignant vers la couronne solaire, la température grimpe inexplicablement jusqu'à plusieurs millions de degrés. Ce paradoxe thermique, qui défie la logique, pourrait enfin trouver une explication grâce aux données recueillies par la mission.
Elle vise également à approfondir notre compréhension du vent solaire. Le Soleil émet en permanence des particules énergétiques et chargées dans l'espace, formant un flux continu semblable à une brise électromagnétique. Lorsque ce vent atteint la Terre, il engendre de spectaculaires aurores polaires. Plus l'activité solaire est intense, plus ces phénomènes lumineux sont visibles loin vers le sud. Notre étoile suit des cycles naturels d'environ 11 ans qui influencent directement ces manifestations célestes. Cette activité oscille entre des phases d'intensité faible et élevée. Actuellement, nous sommes en période de maximum solaire, le point culminant de ce cycle. C'est pourquoi, en 2024, des aurores spectaculaires ont été observées dans des régions inhabituelles. Toutefois, cette intensification peut engendrer des éjections de particules chargées et d'énergie susceptibles de perturber des infrastructures comme les systèmes radio, les satellites et même le GPS. Ce phénomène représente un danger pour les astronautes, bien plus exposés que nous qui bénéficions de la protection terrestre. Les humains ne percevraient pas directement la déformation du champ électromagnétique de la planète causée par ce rayonnement, mais les réseaux électriques y sont extrêmement vulnérables. En l'absence de réaction rapide, cet afflux d'énergie risque de saturer les transformateurs électriques à l'échelle mondiale, provoquant des pannes généralisées. Une telle perturbation survenant lors d'une catastrophe naturelle, comme un ouragan ou une tornade, pourrait gravement compliquer les opérations de secours en rendant les communications encore plus difficiles et en compromettant les efforts pour sauver des vies. C'est pourquoi il est primordial de perfectionner notre capacité à anticiper ces phénomènes, appelés météo spatiales. Cette tâche est ardue, car contrairement aux séismes, aux inondations ou aux éruptions volcaniques, ces tempêtes solaires ne laissent aucune trace matérielle. Les seules dont nous ayons une véritable connaissance remontent à 1859 et 1921. La première, connue sous le nom d'événement de Carrington, fut d'une intensité telle qu'elle provoqua des étincelles sur les lignes télégraphiques. Les aurores furent observables jusqu'à des latitudes proches de l'équateur. À cette époque, les scientifiques utilisaient un papier photosensible pour enregistrer l'activité solaire. Lors de cet événement, les relevés dépassèrent littéralement les limites des instruments de mesure. L'ampleur du phénomène reste encore mal comprise aujourd'hui. La tempête géomagnétique de mai 1921, quant à elle, causa d'importantes perturbations, mettant hors service les réseaux télégraphiques aux États-Unis, en Europe et jusqu'à l'hémisphère sud. Paradoxalement, cette tempête amplifia temporairement la portée des transmissions radio, leur permettant de voyager bien au-delà de leur portée habituelle. À l'époque, le faible nombre de radios limitait l'intérêt de ce phénomène. Le véritable problème fut l'ampleur des dégâts subis par le réseau électrique américain. En 1859 et 1921, la technologie n'occupait pas une place aussi centrale dans la vie quotidienne qu'aujourd'hui. Si une tempête de cette envergure survenait à notre époque, les conséquences pourraient être infiniment plus désastreuses. Des chercheurs néo-zélandais spécialisés en météorologie spatiale développent des simulations pour anticiper et atténuer ces risques. L'une des approches envisagées consiste à étudier d'autres étoiles similaires au Soleil dans l'espace. L'analyse de données issues de milliers d'astres, et non d'un seul, permettrait d'obtenir un tableau plus précis des phénomènes en jeu. Jusqu'à présent, plusieurs missions ont été lancées ou sont en préparation, en complément de la sonde solaire Parker. Le satellite GOES-19 2024, l'orbiteur solaire de l'ESA 2020 et le satellite Space Weather Follow-On 2025. Parallèlement, la NASA poursuit un autre projet, le déploiement d'Endurance, un engin lunaire robotisé à la puissance décuplée. Sa mission principale consistera à collecter des échantillons provenant de sites stratégiques que les astronautes du programme Artemis récupéreront ultérieurement. Ces échantillons seront disséminés dans le plus vaste bassin d'impact de la Lune, le bassin pôle Sud-Aitken, qui s'étend sur près de 1900 km. La dispersion des sites de prélèvement, séparés de centaines de kilomètres, impose à Endurance d'être bien plus avancé que Perseverance, l'actuel rover le plus sophistiqué de la NASA. Endurance devra parcourir une distance 100 fois supérieure, rouler 10 fois plus vite et collecter une masse d'échantillons 200 fois plus importante. Il sera aussi le premier rover planétaire capable d'opérer de nuit. Placé sur la face cachée de la Lune, où les communications avec la Terre et les données de surface seront limitées, il devra naviguer de manière autonome entre les différents sites d'échantillonnage et prendre ses propres décisions dans un environnement hostile. Une fois parvenu à destination, il adoptera une approche plus conventionnelle pour l'exécution de ses tâches. Les scientifiques d'Alpo sur Terre joueront un rôle actif en dirigeant le rover dans l'exploration des sites et la collecte d'échantillons.
Ils assureront également un suivi constant de ses performances en analysant sa télémétrie, c'est-à-dire les données qu'il transmet, notamment son état de fonctionnement. En cas d'usure détectée sur un composant ou d'un dysfonctionnement, ils ajusteront les opérations afin de garantir le bon déroulement de la mission. Ce projet nécessitera des investissements colossaux, probablement bien supérieurs aux 450 millions de dollars déjà engloutis par la mission lunaire Viper, avant son annulation par la NASA. Tandis qu'Endurance est encore en phase de conception, le module d'atterrissage lunaire Blue Ghost est déjà en route pour la Lune. Sa mission principale est la recherche. Durant 25 jours, il évoluera en orbite terrestre pour effectuer des mesures et guetter le moment opportun pour se propulser vers la Lune. Après 4 jours de transit, il se placera en orbite lunaire pour une période de 16 jours, durant laquelle il collectera de nouvelles données. Il descendra ensuite dans l'un des plus vastes bassins lunaires, Mare Crisium, où il restera une journée lunaire, soit 14 jours terrestres. Ces instruments mesureront les températures du sous-sol, les niveaux de radiation et d'autres paramètres essentiels. En fin de mission, Blue Ghost capturera des images du coucher de soleil lunaire. Conçu sans capacité de retour vers la Terre, il accomplira quelques tâches finales avant de s'éteindre définitivement à la tombée de la nuit. Dans le cadre d'un autre projet spatial ambitieux, la NASA a sélectionné une équipe d'ingénieurs en aérospatial de l'Université de Floride pour mener le programme GERATIS, Gravitational Reference Advanced Technology Test in Space. Ce projet, doté d'un budget de 12 millions de dollars, vise à améliorer le suivi des mouvements des plaques tectoniques et des océans terrestres grâce à des observations spatiales. GRATIS sera équipé de capteurs ultra performants capables de détecter les moindres variations gravitationnelles à l'échelle nanométrique, soit 1 milliardième de mètre. Ces données permettront d'affiner la surveillance des sécheresses, d'évaluer les réserves d'eau souterraines et d'analyser les fluctuations du niveau des océans. Le lancement est prévu aux alentours de 2027 à bord d'une fusée, SpaceX Falcon 9. Ce que vous admirez là est de loin le portrait le plus réussi de notre Soleil. Heureusement, notre étoile mère, vieille de 4 milliards et demi d'années, n'a pas utilisé de maquillage pour arranger son teint avant cette séance photo, et nous pouvons maintenant étudier sa surface en détail. Ce cliché emblématique a été pris en mars 2022. La NASA voulait acquérir une meilleure compréhension du comportement de notre astre et de son impact sur la vie terrestre, et envisager le futur de nos technologies spatiales, bien entendu. Pour ce faire, on a lancé le satellite de la mission d'observatoire de la dynamique solaire, ou SDO, en février 2010. Cette séance photo légendaire a donc eu lieu 12 ans plus tard, lorsque le SDO était à mi-chemin entre la Terre et le Soleil. Les chercheurs ont dû assembler 25 images individuelles à la façon d'un puzzle. Ainsi, l'image finale contient 83 millions de pixels. Et oui, cette résolution est environ 10 fois supérieure à celle de l'écran de votre téléviseur 4K dernier cri. Regardez cet incroyable motif qui rappelle la croûte d'un biscuit. Habituellement, la surface étincelante du Soleil nous la cache lorsque nous observons l'étoile depuis la Terre. Heureusement, la NASA a exploré cette lumière au-delà du spectre observable, ce qui lui a permis de découvrir des détails invisibles du visage de notre Soleil. Lorsque l'on ajuste un selfie avec des filtres et des effets, on peut obtenir des portraits complètement différents, mettant en évidence différentes parties de notre visage, même celles que nous ne savions même pas exister. Le même principe s'applique ici. Chacune de ces boules de plasma est la même photo du Soleil, saisie à différentes longueurs d'onde électromagnétiques. Les taches et les motifs révélés peuvent nous aider à comprendre un peu mieux les événements qui se produisent sous de la peau de notre étoile. À la vitesse de la lumière, désigne généralement quelque chose d'extrêmement rapide. Pourtant, ce rayon rose doré qui caresse votre joue à l'aube a parcouru un long chemin et est incroyablement vieux à l'échelle humaine. Les photons générés par le noyau du Soleil mettent entre 10 000 et 170 000 ans pour traverser l'atmosphère de l'étoile, puis environ 8 minutes de plus pour atteindre la Terre. Explorons donc pourquoi cela leur prend aussi longtemps. Notre visite débute par la couche supérieure de l'atmosphère du Soleil. Vous voyez ces divinités solaires dans les peintures et les pièces de théâtre de l'ère baroque ? Elles arborent souvent des couronnes luxueuses aux rayons mordorés. Eh bien, le Soleil lui-même porte aussi une belle couronne, qui est la couche externe de son atmosphère. Mais bien sûr, sa grandeur et sa gloire sont incomparables avec celles de ces couronnes de costumes en carton-pâte, et sa forme n'est pas si régulière. La couronne est une enveloppe de gaz qui enveloppe notre étoile mère, de sorte que sa taille et sa forme fluctuent constamment sous l'influence du champ magnétique du Soleil. Vous pouvez apercevoir cette couronne de vos propres yeux depuis la Terre lors des éclipses solaires totales. Elle s'apparente à un rayonnement sublime autour du disque solaire, qui lui-même est alors complètement masqué par la Lune.
La couronne s'étend sur 8 millions de kilomètres au-dessus de la surface du Soleil, alors que notre planète bleue ne mesure que 13 000 kilomètres de diamètre. Ainsi, le rayon hypothétique de la couronne équivaudrait à une ligne d'environ 625 000 planètes de la taille de la Terre. Et soudain, tous mes problèmes commencent à sembler minuscules. Et voici un autre fait singulier. La couronne du Soleil déroge en quelque sorte aux lois de la physique connue, car elle est plus chaude qu'elle ne devrait l'être. Sa température est de plus d'1 million de degrés Celsius, alors que la surface du Soleil est seulement d'environ 5000 degrés. Cela dit, l'adverbe seulement n'est pas le plus approprié, car c'est toujours extrêmement chaud en termes humains. Habituellement, la température tend à baisser lorsque l'on s'éloigne d'une source de chaleur. Mais ce n'est pas le cas ici. Les astrophysiciens demeurent perplexes face à un tel mystère. Heureusement, cette récente séance photo nous permet de découvrir ce qui se passe à l'intérieur de cette énorme boule incandescente sans risquer d'y perdre la vue. Prenez par exemple ces magnifiques points lumineux. Ils représentent les éruptions solaires qui se produisent sous la couche de la couronne. Celles-ci sont de puissantes explosions qui se produisent lorsque les champs magnétiques se heurtent les uns aux autres. Lorsqu'elles ont lieu, ils changent de forme et se réagencent rapidement. Ces champs magnétiques proviennent du plasma, qui est lui-même très turbulent, de sorte que de pareils événements ne sont guère surprenants pour la météo locale. Qui aurait cru que le Soleil avait des points noirs sur la peau, tout comme les adolescents? Ces zones plus sombres sont connues sous le nom de trous coronaux. Les terriens peuvent en admirer l'impact lorsqu'ils observent ces magnifiques aurores dans les régions polaires. Les trous coronaux semblent plus sombres parce que le plasma dans ces régions est plus froid, moins dense et ouvert magnétiquement. Ces conditions permettent aux vents solaires de se répandre à travers le système solaire plutôt que de rester à la surface de l'astre. Et lorsqu'ils heurtent la magnétosphère terrestre, ces aurores se forment pour ravir nos yeux. Fort heureusement, notre champ magnétique local refroidit les vents solaires. Personne ne voudrait voir ses yeux fondre, n'est-ce pas? Maintenant, si nous cherchions un équivalent aux cheveux du Soleil, les meilleures candidates seraient les protubérances solaires. Ces grandes boucles de plasma brillante s'élèvent de la surface du Soleil et s'étirent sur des milliers de kilomètres dans l'espace. Leur durée de vie varie de quelques jours à plusieurs mois. C'est l'un des événements les plus répandus dans cette région. Bien que la première description détaillée d'une protubérance solaire date du XIVe siècle, les scientifiques modernes recherchent toujours comment et pourquoi elles se forment. En plongeant plus profondément, nous sommes confrontés à la zone de transition. L'épaisseur de cette couche est d'environ 100 km. Et la météo locale est proprement démente. Les températures peuvent monter jusqu'à 500 000 degrés. Cette zone de transition se situe entre la couronne et l'ultime région de l'atmosphère du Soleil, que l'on appelle la chromosphère. En parlant de ça, c'est justement notre prochain arrêt. La chromosphère est connue pour présenter un mystère scientifique du nom de spicule. Répétez-le 20 fois très vite. Spicule, spicule, spicule. C'est marrant, non ? Ce spectaculaire jet de plasma s'étire depuis la surface du Soleil et atteigne des vitesses d'environ 360 km par seconde. Comme s'ils sautèrent sur un trampoline depuis la surface du Soleil. Chaque spicule perdure quelques minutes dans l'espace avant de retomber dans l'atmosphère solaire. Les astrophysiciens avaient du mal à expliquer comment des particules chargées magnétiquement pouvaient réussir à échapper ainsi à l'incroyable gravité du Soleil tout en étant si proches de lui. Une réponse possible est apparue en 2017. Un groupe de scientifiques a découvert que des particules neutres fournissaient aux particules chargées magnétiquement une flottabilité supplémentaire permettant de s'arracher à la gravité solaire pendant un certain temps. Ce qui vaut toujours mieux que l'explication de la poudre de perlimpinpin, n'est-ce pas? Avançons maintenant de 1600 km à travers la chromosphère pour enfin atteindre la surface solaire, ou photosphère. Elle mesure environ 400 km d'épaisseur. Mais contrairement à la planète Terre, la surface du Soleil n'est ni stable ni solide. Les températures ici sont si élevées qu'aucune matière ne peut exister. D'un autre côté, les scientifiques surnomment souvent le plasma le 4e état de la matière. Et pourquoi pas? Il est fait d'atomes ionisés et d'électrons libres, et il mérite en quelque sorte d'être considéré comme tel. Peut-être qu'un jour, nous aurons l'occasion de rencontrer une espèce locale de personnes plasmoïdes. Mais je pense qu'il vaudra mieux que nous évitions leurs chaleureuses étreintes de bienvenue. Vous savez, de tels gens auraient sûrement un tempérament volcanique. Quoi qu'il en soit, la photosphère est notre dernière étape, car l'humanité ne possède pas encore de technologies qui permettent d'explorer le Soleil plus profondément. Donc, si nous voulons en apprendre davantage, vous devrez inventer votre propre engin spatial. Mais le temps presse. Vous n'avez que 7 à 8 milliards d'années. Après cela, notre Soleil s'éteindra, selon les estimations des scientifiques. Et, à vrai dire,
ces mêmes scientifiques seront sûrement les premiers sur le coup. Vous avez un sérieux compétiteur. La sonde solaire Parker de la NASA détient actuellement le record de la plongée la plus profonde dans notre Soleil. Cet engin spatial a réussi à parcourir 7 300 000 km depuis la surface du Soleil en direction de son noyau le 27 septembre 2023. Et depuis, la sonde Parker a réitéré l'exploit en décembre de la même année. Alors, pourquoi n'a-t-elle pas fondu, vous demanderez-vous? La sonde a été conçue pour résister aux conditions les plus extrêmes et à des fluctuations de température. Elle est équipée d'un bouclier thermique sur mesure et d'un système autonome protégeant la mission contre l'intense rayonnement solaire. La NASA a d'autres plans ambitieux. En décembre 2024, Parker s'approchera encore plus près du Soleil. Elle se déplacera plus rapidement que tout autre objet fabriqué par l'homme, à la vitesse de 700 000 km en moyenne par heure. La sonde se trouvera alors à seulement 6 millions de kilomètres de la surface brûlante du Soleil. C'est pratiquement comme atterrir sur une étoile. Les astronomes ont déjà comparé ce prochain jalon à notre premier alunissage. Enfin, il vaudrait probablement mieux que nous atterrissions de nuit. Bon d'accord, je l'admets. C'est une blague vieille comme le monde. D'où nous nous trouvons, le Soleil semble très calme et paisible, mais comme les êtres humains, et tous les êtres vivants de la planète d'ailleurs, le Soleil possède ses propres phases et entre parfois en activité. Les conséquences sont bien plus importantes et chaotiques lorsque le Soleil devient hyperactif. Zoomons pour voir ce qui se passe là-haut. L'une des façons de mesurer l'activité de notre étoile est de compter les taches solaires à sa surface. Les taches solaires sont des zones sombres qui se forment lorsque le champ magnétique du Soleil est soumis à une forte activité. C'est simple, plus il y a de taches solaires, plus l'activité du Soleil est intense. Et il semble que le Soleil ait fait la fête comme jamais ces derniers temps. Le nombre de taches solaires observées par les scientifiques est le plus élevé observé depuis près de 21 ans. En juin, 163 taches solaires sont apparues à la surface du Soleil. La dernière fois qu'autant de zones sombres ont été dénombrées sur le Soleil, c'était en septembre 2002, avec 187 taches. Oh, il semblerait que cette fête chaotique se rapproche doucement de son point maximal, ce que l'on appelle le maximum solaire. Comment tout cela se produit-il? Le champ magnétique du Soleil est puissant et organisé d'une certaine manière. Néanmoins, comme nous l'avons dit précédemment, il arrive parfois que tout s'en mêle, un peu comme une boule d'élastique, qui se retient tous ensemble, très étroitement. Lors de ces périodes, cela signifie que le plasma semble éclater et former des boules. On les appelle éruptions solaires et éjections de masse coronale, EMC. Ces balles de plasma produites dans la couronne solaire, atmosphère externe du Soleil. Puis, à un moment donné, au moment où l'activité du cycle solaire atteint un pic, le champ magnétique change de polarité. Le pôle nord et le pôle sud de l'astre s'intervertissent. Tout cela se produit tous les 11 ans, ou à peu près. Ainsi, lorsque le Soleil entre dans cette phase où il devient très actif, il projette des bulles de plasma chaudes, taches sombres aussi grandes que des planètes, et libère de puissantes éruptions d'énergie et de radiation. Lorsque l'activité du Soleil devient de plus en plus intense, il se passe quelque chose de fascinant. Une proéminence de la couronne polaire, PCP, phénomène parfois appelé cascade de plasma. Il s'agit d'une mini-éruption de plasma qui se déclenche sur le Soleil et qui semble vouloir fuir, mais le champ magnétique du Soleil l'attire avant qu'elle ne puisse s'échapper dans l'espace. Cette cascade de plasma est vraiment spectaculaire. Elle peut s'élever jusqu'à 32 000 km au-dessus de la surface. C'est comme si vous empiliez 8 terres l'une sur l'autre. Ensuite, il y a ce qu'on appelle un vortex polaire. Il s'agit d'un gigantesque halo de plasma qui tourne très rapidement autour du pôle nord du Soleil. Ce tourbillon se forme lorsqu'un grand filament de plasma se détache et tourne avant de retomber vers la surface, un peu comme une cascade de plasma. Les scientifiques ne savaient pas pourquoi ce plasma reste si longtemps au-dessus de la surface du Soleil. Parmi les exemples d'éjection de masse les plus intéressants, il convient de citer une EMC géante en forme de papillon en mars de cette année. La forme inhabituelle détectée s'explique par le fait qu'elle a explosé du côté du Soleil que nous ne pouvions pas voir, de sorte qu'il était impossible de bien observer et d'en mesurer pleinement la force. Heureusement, le plasma n'a pas explosé dans notre direction, mais il pourrait avoir légèrement heurté Mercure et projeté des poussières et des gaz, car Mercure possède un faible champ magnétique. Tout cela semble fascinant, mais ce n'est pas réellement une bonne nouvelle pour nous.
À cause de tout cela, nous pourrions connaître des tempêtes solaires plus intenses, qui sont susceptibles, elles aussi, de provoquer des tempêtes géomagnétiques sur Terre. Les tempêtes géomagnétiques n'ont pas que le nom d'alarmantes, elles le sont vraiment. Elles créent le chaos et perturbent le champ magnétique de notre planète. Les orages géomagnétiques peuvent donner lieu à de magnifiques aurores boreales. C'est vrai. Mais nous préférerions tous profiter des aurores boreales dans des conditions normales, ou nous contenter de un bon vieux coucher de soleil au-dessus de l'océan. Heureusement, toutes les tempêtes solaires ne toucheront nécessairement la Terre, même si elles sont plus nombreuses. Pour atteindre notre planète, elles doivent être orientées dans la bonne direction, et au bon moment. Cela dit, si cela se produisait, la tempête pourrait ioniser la haute atmosphère et on pourrait dire au revoir à la communication. Cela pourrait en effet provoquer des pannes temporaires pour des systèmes tels que le GPS et la radio, ce qui n'est pas nécessairement un gros problème en soi, mais qui pourrait s'avérer très dangereux s'il se produisait au mauvais moment, comme lors d'un tsunami ou d'un tremblement de terre. Les tempêtes peuvent également endommager les infrastructures électriques, telles que les lignes ferroviaires et les réseaux électriques. Si vous prenez l'avion à ce moment-là, vous risquez d'être exposé à des niveaux de radiation plus élevés. On ne sait pas encore exactement quel serait le danger pour vous, mais cela pourrait être un problème sérieux pour les astronautes dans l'espace. Lorsque les tempêtes solaires perturbent le champ magnétique, cela peut affecter les migrations de certains animaux, comme les tortues de mer, les baleines et les oiseaux. Étant donné que tout dans le règne animal suit généralement l'ordre naturel des choses, qui sait comment ces animaux traverseraient ou même survivraient à de tels changements? Et lorsque le Soleil est au maximum de son activité, les satellites dans l'espace sont également en difficulté. Nous avons plus de satellites dans l'espace que jamais auparavant. Or, lorsque l'atmosphère externe devient plus dense à cause de tous ces changements, les satellites peuvent être poussés dans différentes directions, risquant de s'écraser les uns contre les autres, ou même retomber sur Terre. Ces phénomènes n'y sont cool que dans les films avec des super-héros qui peuvent faire face à ce genre de problème. Espérons donc que nous éviterons une tempête solaire de grande ampleur, comme celle de Carrington. L'histoire est similaire aux autres. En août 1959, les astronomes du monde entier ont constaté que le nombre de taches solaires ne cessait d'augmenter. Parmi eux, un homme nommé Richard Carrington en faisait partie. Début septembre, il était en train de dessiner les taches solaires quand, soudain, il a été aveuglé par un éclair de lumière. Cela a duré environ 5 minutes, mais c'était spectaculaire. Il l'a décrit plus tard comme une éruption de lumière blanche. Il s'agissait d'une très forte éjection de masse coronale, EMC. Bien que cela prenne habituellement des jours, en seulement 17 heures et 6 minutes, cette tempête a traversé la longue distance qui sépare le Soleil de notre planète, 90 millions de kilomètres, et s'est déchaînée sur nous. Et quand la tempête a commencé, les machines télégraphiques du monde entier ont produit des étincelles. Les opérateurs ont reçu des chocs électriques et le papier a même pris feu. Les gens étaient vraiment effrayés et désorientés parce qu'ils n'avaient jamais vu un ciel aussi clair auparavant. Certains ont même cru que c'était la fin du monde. Le lendemain, les télégraphistes n'y pouvaient toujours pas travailler correctement car l'atmosphère terrestre était encore chargée. Ils ont même réussi à envoyer des messages en utilisant le courant auroral au lieu de l'électricité normale. Mais ce phénomène a aussi apporté quelque chose d'incroyable, à savoir d'étonnantes aurores dans le ciel. Les habitants d'Hawaï et de Cuba ont pu observer de magnifiques aurores boréales, tandis que ceux du Chili ont pu voir des aurores australes. De nos jours, le phénomène s'intensifie lentement mais sûrement. Prenons l'exemple des éruptions solaires. Il s'agit de puissantes explosions d'énergie émises par le Soleil. En 2022, il y a eu 5 fois plus d'éruptions que l'année précédente, et les plus puissantes, les éruptions de classe X, sont devenues plus fortes et plus fréquentes qu'auparavant. Et cela pourrait se révéler bien plus extrême que ce à quoi l'on s'attend. De plus, il est probable que ça commence un peu plus tôt que prévu. Les scientifiques ont d'abord pensé que le pic se produirait en 2025, mais il semblerait que cela pourrait advenir même fin 2023. Si une tempête solaire nous frappait directement, nous ne pourrons pas nous protéger complètement, mais nous pourrions tout de même prendre certaines mesures, comme faire garder les avions au sol, ajuster les trajectoires des satellites dans l'espace et protéger les infrastructures vulnérables. Pour ce faire, nous avons besoin de meilleures prévisions météorologiques solaires afin de nous préparer au pire. Tout cela peut sembler de mauvais augure à première vue, mais ne vous inquiétez pas.
Les éruptions solaires ne détruiront pas notre planète. Elles envoient des matériaux solaires chargés d'énergie vers nous à des vitesses assez élevées. C'est un fait. Mais nous ne serions pas complètement perdus si ces phénomènes nous touchaient. Notre planète ne nous laisserait pas sans protection. Notre atmosphère et notre champ magnétique nous protégeraient encore relativement bien. Notre épaisse atmosphère fait office de bouclier qui bloque les radiations susceptibles de nous nuire. En d'autres termes, ces éruptions solaires pourraient surtout affecter nos technologies, mais elles ne pourraient pas détruire la Terre. On dirait que nous possédons bien des super-héros, finalement. Et si le soleil faisait boum? Tu l'as deviné, ce serait une très mauvaise nouvelle. Cette vidéo était vraiment courte aujourd'hui, hein? Mais attends, j'ai autre chose. Si le soleil explosait, ce serait le chaos dans le système solaire. Et les scientifiques nous disent que ça arrivera forcément un jour. Mais pourquoi? Et comment est-ce que ça se passera exactement? Nous sera-t-il possible de survivre? Eh bien, nous allons voir tout ça. Nous allons d'abord faire un voyage jusqu'au cœur du Soleil. Il est rempli d'atomes d'hydrogène qui se livrent à une incroyable danse du diable. Ces atomes sont tellement excités qu'ils s'entrechoquent sans cesse de toute leur force. Et lorsqu'ils entrent en collision, quelque chose de magique se produit, ce qu'on appelle la fusion nucléaire. Grâce à cette immense fiesta, les atomes d'hydrogène se combinent pour former des atomes d'hélium, une expérience de chimie à grande échelle. Au cours de cette fusion nucléaire, une toute petite partie de la masse des atomes d'hydrogène est transformée en une énorme quantité d'énergie. C'est la célèbre équation d'Einstein, E = mc2. L'énergie se libère sous forme de lumière et de chaleur, rayonnant vers l'extérieur et illuminant tout le système solaire. Et une fois que ce processus est en marche, tout un tas de particules énergisées appelées photons se joignent à l'aventure. Ces photons sont comme de minuscules paquets de lumière, qui rebondissent et se déplacent dans toutes les directions. Ils jouent un rôle crucial en transportant l'énergie du Soleil dans l'espace, illuminant notre monde et réchauffant notre planète. Mais pour que tout cela continue, pour que les atomes ne s'échappent pas pour créer un chaos total, le cœur du Soleil doit être soumis à une pression énorme. Cette pression provient de l'immense poids des couches extérieures du Soleil qui pèsent sur le cœur. Les couches extérieures compressent le noyau interne. Mais les couches internes ne se laissent pas faire. L'énergie et les photons font tout ce qu'ils peuvent pour s'échapper du cœur du Soleil. Mais ce noyau est très dense, immensément dense. Et la pression est si forte que l'énergie prend une éternité pour s'échapper. Elle rebondit, est absorbée et réémise par d'autres particules. Finalement, au bout d'un long moment, elle atteint la surface du Soleil et s'envole dans l'espace pour nous parvenir sous forme de lumière. Tu sais maintenant comment fonctionne le Soleil. Maintenant, que se passe-t-il lorsqu'il arrive en fin de vie? Eh bien voilà, notre Soleil a une réserve limitée d'hydrogène. Dans environ 5 milliards d'années, il sera donc à court de carburant. Après ça, notre étoile subira de grands changements. Alors, fais bien attention, car il y a de fortes chances que nous manquions l'événement. Tout d'abord, le Soleil va gonfler et devenir une géante rouge, se dilatant comme un ballon. Il deviendra si grand qu'il engloutira les planètes intérieures, y compris notre Terre bien-aimée. Un Soleil vraiment sans gêne, qui prend toute la place. Nous n'assisterons donc pas à ces derniers jours, à moins que nous ne déménagions très loin. Après la phase géante rouge, le Soleil rétrécira un peu. Ses couches extérieures s'évanouiront dans l'espace, laissant derrière elles une magnifique nébuleuse planétaire. Il révélera son noyau incandescent. Oh, le noyau, maintenant rempli d'hélium, aura une voix bizarre. Non, commencera à fusionner des éléments plus lourds comme l'oxygène et le carbone. Ces réactions ne seront pas aussi vigoureuses, comme à la fin d'une fête, quand on est un peu fatigué. Finalement, l'hélium finira par s'épuiser lui aussi et le Soleil deviendra une naine blanche compacte, un retraité stellaire profitant de ses vieux jours. Les scientifiques estiment qu'il reste au Soleil environ 7 à 8 milliards d'années avant qu'il n'éteigne ses lumières. Mais ne t'inquiète pas, d'ici là, l'humanité sera peut-être déjà partie vers une galaxie lointaine ou aura même évolué en une nouvelle et surprenante espèce. Notre Soleil ne s'éteindra donc pas avec fracas comme un feu d'artifice. Il n'est pas assez gros pour devenir une supernova ou un trou noir. Ces superstars de l'espace ont besoin d'une masse bien plus importante que notre Soleil pour advenir. Mais que se passerait-il s'il explosait soudainement? Comme ça, brutalement et sans raison. Voyons ça. Imagine, le Soleil fait boum, une situation des plus délicates sur Terre. L'événement libère une quantité folle d'énergie,
envoyant une onde de choc qui traverse l'espace à la vitesse de la lumière. Il faut environ 8 minutes pour que cette onde nous atteigne. Pourquoi ? Eh bien, le Soleil se trouve environ à 150 millions de kilomètres de nous. Il faut donc un peu plus de 8 minutes et 20 secondes à sa lumière pour parcourir toute cette distance et nous atteindre. Mais parlons de l'événement lui-même. Ce serait un spectacle grandiose, mais malheureusement, ce serait aussi la fin. Les quantités folles d'énergie libérées provoqueraient une expansion rapide du Soleil qui engloutirait les planètes intérieures, y compris notre Terre. Et ce n'est pas tout. Prépare-toi à une gigantesque rafale de radiation. Le Soleil déverserait un torrent de particules superchargées, des rayons X et des rayons gamma, le genre de particules qui peuvent sérieusement tout chambouler. En atteignant notre atmosphère, ces particules à haute énergie provoqueront un chaos incroyable. Elles ioniseront l'atmosphère, créant une énorme impulsion électromagnétique. Cette impulsion est comme une onde de choc pour les appareils électroniques. Elle les grille et les rend inutilisables. Si tes gadgets ne sont pas protégés, ils risquent de passer un mauvais quart d'heure. En parlant de mauvais quart d'heure, après ça, c'est l'évaporation instantanée qui nous attend. Mais le bouquet final du Soleil ne touchera pas que la Terre. Il fera des ravages dans tout le système solaire. Cette énorme explosion d'énergie écrasera tout ce qui se trouve sur son chemin. Les planètes seront éjectées de leur orbite confortable, ce qui provoquera un énorme désordre. La ceinture d'astéroïdes, entre Mars et Jupiter, adieu, elle disparaîtra. Oblitérée ou dispersée aux vents cosmiques. Et même les planètes qui survivront à l'événement sortiront de leur orbite pour aller errer dans l'espace. Et n'oublions pas les planètes extérieures, comme Jupiter et Saturne. Ces géantes génèrent leur propre chaleur, ce qui leur confère un certain confort et attire de nombreuses lunes. Mais le boom du Soleil leur volerait cette chaleur, les transformant en des endroits incroyablement froids. Maintenant que nous avons parlé de la catastrophe que cela représenterait pour le système solaire, posons la question suivante. L'humanité peut-elle s'en sortir ? La réponse courte est non, ce n'est pas possible. Tout serait anéanti, sauf peut-être quelques bactéries discrètes cachées dans l'ombre. Mais dans le cas inimaginable où le Soleil nous aurait prévenus à l'avance, nous pourrions avoir une chance de nous en tirer. Si nous étions informés et que nous disposions d'assez de temps pour nous préparer, nous pourrions activer notre mécanisme de survie. Qu'est-ce que ça veut dire ? Comme la Terre ne survivrait pas à la colère du Soleil, il nous faudrait déménager autre part. Tu te souviens que nous avons dit que toutes les planètes ne seraient non pas complètement détruites. Hélas, les plus proches du Soleil, Mercure, Vénus et la Terre, disparaîtraient. L'option la plus simple serait donc de déménager dans un autre système solaire possédant une planète semblable à la Terre. Mais que se passerait-il si la Terre parvenait à survivre à la catastrophe ? Ne demandons pas comment, mais réfléchissons simplement aux conséquences. Eh bien, notre climat deviendrait fou. Pendant les premiers instants de la grande explosion, le rayonnement et les particules feraient monter la température en flèche. Une canicule sans fin, un cauchemardesque effet de serre. Les océans s'évaporeraient, créant des nuages épais qui retiendraient la chaleur et ne la laisseraient plus s'échapper dans l'espace. Et après ça, sans la chaude étreinte du Soleil, la Terre deviendrait un véritable congélateur. Il faut donc sortir des sentiers battus. Une idée serait de s'abriter profondément sous terre, là où nous ne serons pas tellement affectés par les radiations et les changements soudains de température. Plus tu creuses, plus la température augmente. Ainsi, avec les bons outils et les bonnes ressources, l'humanité pourrait se terrer dans des bunkers fortifiés et survivre pendant quelques années sans les rayons du Soleil. Pourquoi seulement quelques années ? Tu te souviens que nous avons dit que le Soleil est le centre de gravité de notre système solaire. Sans lui, la Terre serait à la dérive, à la recherche d'un nouveau centre de gravité. Imagine notre planète, notre fidèle satellite, la Lune, et toutes les autres planètes flottant lentement dans l'espace. Heureusement, notre fidèle Soleil tient bon, nous gardant au chaud et nous éclairant pour encore pas mal de temps. Nous sommes donc en sécurité pour quelques milliards d'années. Mais il est toujours amusant d'imaginer des scénarios impossibles. Alors à bientôt pour de nouvelles aventures. Regardons les choses en face. Pour une étoile, notre Soleil est assez ordinaire. Et non, il n'a rien d'exceptionnel. Il y a des millions de naines jaunes similaires dans l'univers. Et pourtant, nous l'aimons. Après tout, c'est notre seule étoile et elle nous donne la vie. Toutefois, il n'en a pas toujours été ainsi. Jadis, le Soleil avait un jumeau, et peut-être même un jumeau maléfique. Que lui est-il arrivé ? C'est ce que nous allons découvrir. Ceci est un nuage moléculaire géant. On les appelle aussi parfois des nébuleuses obscures. On y trouve tout un tas d'amas interstellaires remplis de gaz, de la poussière et des tonnes d'étoiles.
Ces nuages n'ont pas de limite précise et prennent souvent des formes complètement folles. Certains sont même visibles à l'œil nu. Regarde le ciel nocturne, tu verras comme des taches sombres sur notre lumineuse Voie lactée. Et c'est là que notre Soleil est né il y a environ 4,5 milliards d'années. Il provient de l'un de ces nuages moléculaires. Il y a toutes ces années, des ondes d'énergie sont passées par là. Elles ont rassemblé toute cette matière et ont comprimé ces amas en de denses noyaux. C'est alors qu'une proto-étoile est née. Cette jeune proto-étoile était une boule d'hydrogène et d'hélium encore tiède. Puis, des millions d'années plus tard, la température et la pression à l'intérieur de la boule ont augmenté. Et c'est ainsi que notre étoile est née, le Soleil. Mais tout ce qui se trouvait dans ce nuage n'a pas contribué à sa formation. Un reste s'est mis à tourner autour de la nouvelle étoile. Et comme tu l'as peut-être deviné, cette matière s'est progressivement transformée en planète. Et notre Terre a vu le jour. Voilà comment notre système solaire a été créé. Mais il est possible que ce ne soit pas tout, et qu'au moment où notre étoile naissait, il en naissait aussi une autre, le jumeau perdu du Soleil, fabriqué à partir des mêmes matériaux. Mais qu'est-ce qui nous dit qu'il existe ? Récemment, des scientifiques ont créé des modèles afin d'en savoir plus sur la naissance des étoiles. Et ils leur ont révélé que la plupart des étoiles ne naissent pas seules mais en amas, ou tout au moins avec un frère. Après d'autres recherches, nos savants ont pu confirmer que les étoiles formées à l'intérieur des nuages moléculaires étaient le plus souvent accompagnées. Il arrive que les deux étoiles restent ensemble. Par exemple, la petite tournera autour de la plus grande. Elles peuvent même former des systèmes à étoiles doubles, triples et plus encore. En d'autres cas, leurs chemins divergeront. Pour toujours. C'est probablement ce qui est arrivé à notre Soleil. Mais il pourrait avoir eu un frère ou une sœur lui aussi. Peut-être même plus qu'un. Toute une fratrie. Et même un grand jumeau, avec une masse et des caractéristiques similaires. Mais si c'était le cas, où serait-il, ce deuxième Soleil ? Nous avons une hypothèse. Et d'après celle-ci, ce jumeau serait peut-être plus néfaste qu'il n'y paraît. Dans les années 80, les scientifiques ont commencé à remarquer que quelque chose se répétait dans l'histoire de la Terre. Environ tous les 27 millions d'années, des extinctions à grande échelle semblent se produire sur notre planète. Plutôt étrange, non ? Tous les 27 millions d'années, une catastrophe est venue modifier notre biosphère pour toujours. Comme quelque chose de programmé, une espèce de cycle. Et puis, l'astrophysicien Richard Muller a suggéré qu'il y avait peut-être quelque chose qui causait ces événements, un certain corps céleste. Selon lui, il pourrait s'agir d'une étoile naine que nous ne pouvons pas voir en raison de sa faible luminosité. Elle pourrait être située à environ 1,5 année-lumière de nous. Cette étoile tournerait autour du Soleil sur une orbite immense, et il lui faudrait environ 27 millions d'années pour faire un tour complet. Et lorsqu'elle se rapproche du Soleil, c'est le chaos total. En s'approchant de nous, ce fauteur de troubles modifie la trajectoire des comètes venues du nuage de Oort ou de la ceinture de Kuiper. Le résultat, c'est que toutes ces comètes se précipitent tout droit sur nous. Et puis, elles s'écrasent sur la Terre et provoquent de grandes extinctions, comme ce fut le cas pour les dinosaures. Cette étoile hypothétique a été nommée Némésis. C'est le nom de la divinité grecque du châtiment céleste. Mais pourquoi se venge-t-elle de nous ? Aucune idée. Peut-être n'a-t-elle pas apprécié le fait qu'un jour, le Soleil a absorbé toute la poussière et le gaz de son nuage moléculaire. Le Soleil est devenu une étoile assez grande, mais son jumeau est resté sombre et petit. Et en plus, il s'est retrouvé au milieu de nulle part. On serait tous un peu amers si ça nous arrivait. Les scientifiques ont proposé différentes hypothèses sur cette mystérieuse Némésis. Peut-être s'agit-il d'une naine brune ou rouge. Les restes d'une étoile qui a complètement épuisé son combustible. Ou peut-être n'est-ce pas du tout une étoile, mais une planète vagabonde plus grande que Jupiter. Quoi qu'il en soit, son existence n'est pas vraiment une bonne chose pour nous. Mais nos tentatives pour la trouver ont malheureusement toutes échoué. À l'heure actuelle, nous n'en avons encore trouvé aucune trace. Des études récentes ont remis en question la théorie des extinctions régulières. Si tu examines de près les archives fossiles, tu remarqueras que ces catastrophes se sont produites au hasard et non pas selon un calendrier précis. Maintenant, les scientifiques doutent que Némésis existe réellement. Ils disent aussi qu'une étoile se déplaçant avec une telle orbite serait très instable. Il est donc très peu probable qu'elle ait pu survivre aussi longtemps. Mais malgré cette absence de preuves, Némésis est devenue assez célèbre en ligne. De nombreux journalistes et blogueurs la mentionnent encore dans différents contextes.
ils aiment lui imputer la responsabilité de toutes nos catastrophes, comme les chutes d'astéroïdes, les tsunamis, etc. Et du coup, toute cette histoire ressemble maintenant à une légende urbaine. Mais n'oublions pas un détail important. Même si Némésis elle-même n'existe pas, cela ne veut pas dire que le Soleil n'a jamais eu de jumeaux. Tout d'abord, rien de ce dont nous avons parlé au début n'a été réfuté. La plupart des étoiles ne naissent pas seules. La probabilité que notre Soleil ait lui aussi un frère est toujours très élevée. Deuxièmement, des preuves de l'existence de ce jumeau perdu pourraient bien exister. Quelque part dans le nuage de Oort qui est situé à la frontière extérieure de notre système solaire. Il est composé de nombreuses comètes et d'autres gros rochers. Et les scientifiques pensent que ce nuage conserve tous les fragments qui n'ont pas été intégrés à notre système solaire au moment de sa naissance. C'est comme un immense musée de notre passé. Donc, dans ce nuage, les scientifiques ont remarqué quelque chose d'intéressant. En gros, cette région semble être trop lourde. Et nos données ne correspondent pas à ce que nous croyons savoir de la formation du système solaire. S'il est si lourd, c'est qu'il contient quelque chose que nous ignorons encore. Notre équation contient donc encore plusieurs inconnus. Et lorsque nos scientifiques ont inclus un éventuel deuxième soleil dans leurs calculs, les choses sont soudainement tombées justes, comme la pièce manquante d'un puzzle. Ce jumeau perdu correspond exactement à cette différence de poids du nuage de Oort. Alors voilà, le Soleil a certainement eu un jour un jumeau. Mais que lui est-il arrivé? Et où est-il aujourd'hui? Malheureusement, cette étoile est sans doute déjà très loin. Probablement après leur naissance, le Soleil et son frère ont passé quelques millions d'années ensemble. Puis ils ont dû se séparer pour toujours. Maintenant, ce jumeau pourrait se trouver à des centaines d'années-lumière de nous. Il pourrait être n'importe où dans la Voie lactée. En théorie, nous pourrions le retrouver, mais ce serait assez difficile. Car il nous faudrait examiner toutes les étoiles similaires à notre Soleil, ayant à peu près le même âge, et ce dans toute la Voie lactée. Et même si nous dressions la liste de ces étoiles, que ferions-nous ensuite? Nous n'aurions aucun moyen de savoir lequel de ces soleils est né du même nuage que notre astre. Ce jumeau restera donc très probablement perdu pour toujours, et notre Soleil restera à jamais solitaire. Quelle triste histoire. Mais ne te désole pas, pour nous c'est beaucoup mieux. Si nous avions deux soleils, notre système ne serait jamais devenu ce qu'il est aujourd'hui. Notre planète pourrait bien ne jamais avoir vu le jour, et il n'y aurait pas de vie. Nous devrions donc être reconnaissants de cette séparation. D'un autre côté, nous aurions des couchers de soleil comme sur la planète Tatooine. Ce serait cool.